Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour continuer et presque finir la série des bilans d'intersaison. Et aujourd'hui, on va parler des Dolphins. Moi, ça me fait très plaisir aujourd'hui. Alors d'abord, je suis accompagné de PA, malheureusement, fan des Patriots. Salut PA, comment vas-tu? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Je suis ravi de t'accompagner pour parler de ton équipe favorite. Et pour le coup, je trouve que les émissions ont plutôt bien été enregistrées dans le sens où, pour moi, hein, ça va être représentatif du classement final de la FCS, c'est-à-dire qu'on a commencé par les Bills, ensuite les Patriots, ensuite les Jets, et on finit par les Dolphins qui finiront du coup quatrième cette année. Donc voilà, je suis ravi de vous accompagner dans cette douleur prévisionnelle. Mais tu connais ça, c'est bien, c'est l'avantage, tu pourras nous aiguiller. Enfin, je dis ça, mais on connaît mieux que toi niveau historique. On est Ouais, bah, accom- récemment, je connais, ouais. Ouais, c'est ça. Et on est accompagné de Antoine également. Antoine, salut Antoine, comment vas-tu? Hello Alex, hello PA, bonjour à tous. Bah écoutez, ça va très bien, merci. Est-ce que tu veux te présenter pour les auditeurs et tout le monde d'ailleurs? Yes, et bah écoute, fan des Dolphins depuis, on va dire, les pires années, donc les années 2010, où on a eu le droit à des grands moments avec Joe Philbin, mais pas que. Mais du coup, voilà, ancien joueur de football américain, joué pas mal, surtout en France, dans trois clubs, Rouen, les Léopards de Rouen, les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône et le Flash de la Courneuve pour finir la carrière. Et puis aussi, j'ai contribué pas mal à l'élaboration du podcast de Miami Dolphins France à l'époque, donc il y a que ça quelques années, donc où je fais le bonjour à Hugo qui est membre de la page de Miami Dolphins France, mais surtout la fine équipe où il y a Lucas qui est le président du fan club de Miami, où d'ailleurs ils vont aller voir un match cette année sur une période bien précise avec plein de fan clubs européens. Donc ça, du coup, c'est plutôt cool et c'est organisé par la franchise elle-même. Et puis aussi Dan et Rémi qui font énormément de podcasts et de live pour faire vivre cette communauté. Et enfin Pierre, notre breton, qui était aussi présent à l'époque. Donc voilà. Top, le taf de la fine équipe, il est fou pour un nouveau podcast. C'est un truc, c'est énorme, c'est top. Ça fait plaisir de leur faire un petit coucou. Et j'ai une question pour tout le monde. Tu jouais quel poste? Alors j'ai commencé, j'étais quarterback jusqu'en deuxième division. Et après, du coup, j'étais kicker-punter sur la fin. Voilà. T'as en face de toi, pas moi, mais PA a joué cornerback également. Donc Yes, ok. voilà, c'est le podcast des gens qui ont mis un pied sur le terrain, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir tous les deux. Aujourd'hui, pour cet épisode encore, le 27e de la série, on va faire la même chose que les 26 précédents, sauf que du coup, comme vous avez vu cette fois par rapport aux deux derniers, on a un invité fan de la franchise et non pas Doug qui se déguise en fan de l'équipe en question. Donc aujourd'hui, on va pouvoir parler de la saison 2023, passer sur l'intersaison avec la free agency, la draft, et ensuite voir si les besoins ont été comblés lors de l'off-season. Spoiler, je pense qu'avec PA on est d'accord, Antoine tu nous diras, mais je pense pas. Et ensuite, est-ce qu'on fait mieux en 2024 qu'en 2023? PA a déjà donné son avis. Donc voilà, et bien écoutez, pour la saison 2023, on a fini en 11-6 avant de perdre lors du wild card contre les Chiefs dans un match horrible pour les fans des Dolphins. Avant de commencer et qu'on prenne la main, Antoine, je te propose qu'on laisse la main à PA avec son petit regard extérieur de rageux des Patriots qui a vécu une saison cata et qui va pouvoir nous dire gna gna gna, c'était pas bien. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pensé de cette saison des Dolphins avec ton regard du coup extérieur? C'était pas bien, effectivement, à toi, Antoine. Euh, Non, non, ils ont commencé très fort la saison. On était quand même hyper impressionnés offensivement de ce qu'ils pouvaient proposer. Sur les 3 premières semaines, ils mettent des camions et des camions de yards et de points. C'était juste hallucinant. Il y a eu du coup une très grosse défaite contre les Bills dès la 4e semaine. Et là, on a commencé à se dire, tiens, effectivement, il y a une belle attaque. Mais est-ce qu'il n'y a pas que ça dans l'équipe? Alors du coup, pareil, spoiler alert, non. Mais je pense que la faiblesse est plutôt du côté défensif. Et après, tout au long de la saison, en fait, ça a été un petit peu ça. C'est-à-dire que ça a été
des grosses et des belles victoires contre des équipes contre lesquelles ils devaient gagner, et puis des matchs beaucoup plus difficiles contre des équipes, on va dire, plus de leur niveau, ou des équipes qui allaient faire les playoffs. Voilà, il y a eu comme des circonstances, il y a eu la blessure de Tyreek Hill, du coup on pourrait y revenir, mais on a quand même l'impression que c'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps dans cette équipe, en tout cas offensivement. Et quand il n'est pas là, tous les schémas de jeu de Mike McDaniel se retrouvent un petit peu en difficulté. Et puis il y a eu cette défaite surprise contre les Titans, 28-27, qui les empêche finalement d'avoir la première place de la division et potentiellement un premier match à domicile ou un premier match peut-être plus simple, parce que tu l'as dit Alex, un match horrible pour les supporters des Dolphins contre Kansas City, un match horrible pour les supporters de Kansas City, parce que certains sont quand même décédés du match, tellement il a fait froid. Donc voilà, je pense que quand tu es à Miami et que tu fais 30-35 degrés, et que tu vas jouer dans un froid polaire, ça ne doit pas aider pour les organismes, ça ne doit pas aider pour les joueurs. Donc voilà, pour moi, la saison s'est terminée là-dessus. Je l'ai senti venir dans le sens où, je laisse le côté rageux bien évidemment, mais pour comparer par exemple à 2023 ou 2022, pardon, on avait la sensation par exemple des Vikings qui étaient en surperformance, qui avaient un bilan qui ne reflétait pas vraiment leur niveau. Les Dolphins avaient un bilan qui reflétait leur niveau, mais on sentait que la fin de saison était beaucoup plus difficile. Et pour le coup, cette défaite dès le premier tour, on l'a un peu senti venir à cause des deux grosses défaites qui ont précédé contre les Ravens et contre les Bills. Avant de te laisser la main, Antoine, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, PA, à part la victoire contre les Cowboys en semaine 16, t'as aucune victoire contre des équipes en positif. Et toutes tes défaites, c'est contre des équipes en positif, à part les Titans évidemment où tu perds, mais tu joues Buffalo 2 fois, tu perds 2 fois en prenant une valise au premier match et en mettant rien au dernier. Ensuite, Philadelphie, tu perds de 2 touchdowns. Kansas City, tu perds d'un touchdown à l'extérieur. Tennessee, tu t'écroules. Baltimore, c'est indécent ce qui s'est passé contre Baltimore. 56-19 pour les Ravens. Et ensuite, tu perds contre les Chiefs 26-7. C'est affreux. Antoine, est-ce que tu es un peu plus positif sur cette saison des Dolphins, ou est-ce que tu étais ébahi de tristesse? On va dire que pour moi, il y a un véritable tournant dans la saison, c'est que jusqu'à octobre, il n'y a pas de blessés dans l'équipe. Et on se dit, ça se passe quand même plutôt pas mal, parce que quand tu vois un peu le reste de la ligue et toutes les blessures des grosses stars de toutes les équipes, il y a peut-être quelque chose à faire cette année, en tout cas. Mais par contre, là où je rejoins PA, c'est qu'il y a quand même trois choses importantes. C'est que on gagne les matchs qu'il faut. Et ça, c'est du coup une donnée qui change un peu par rapport à la première saison de McDaniel, où on était capable de perdre des matchs vraiment à notre portée pour on va dire plutôt une gestion de match, une gestion de l'horloge un peu parfois catastrophique. Par contre, on est incapable et on se dit dès le début de la saison, et même les reporters le disaient, hein, en fait, les Bills, tu te dis déjà que c'est 2 défaites. En fait, tu te dis même pas, tiens, on va essayer d'aller les chercher. En fait, on se dit déjà, tiens, c'est 2 défaites. Donc, il faut le prendre en compte dans l'intérieur. Le match qui fait du bien, c'est les Cowboys. Du coup, parce que ça permet au moment de Noël d'envoyer quand même un bon message. On est capable de battre une équipe qui est potentiellement les contenders, même s'ils n'étaient pas dans la forme de leur vie. En tout cas, ça a envoyé quand même un message. Et puis ensuite, à partir du moment où il y a la blessure de Jalen Phillips face aux Jets à New York, je trouve que le visage défensif, il a complètement changé. Alors pour moi, il a mis 6 semaines à se mettre en route. Il faut attendre la week 7 à peu près pour commencer à voir la patte en fait du coup Vic Fangio. Mais en fait, cette défense, elle est vraiment jamais arrivée, parce que tu vois, contre les Ravens, tu en as parlé juste avant, on se fait ouvrir de tous les côtés, alors que Vic Fangio est quand même plutôt un spécialiste de la passe. Le côté running est très bon, mais dès que tu n'as plus Phillips, dès que tu n'as plus personne, tu te retrouves avec des seconds couteaux ou la troisième équipe sur le terrain, ça commence à être un peu compliqué. Donc, ouais, pour moi, il y a eu 3 moments dans la saison, et puis ensuite, après, en fait, on était... Et PA l'a très bien dit, mais sur la fin de saison, on était carbo en fait. On était carbo. Le match contre les Bills,
où tu as une opportunité peut-être de jouer. En fait, tu n'as déjà même plus d'énergie. L'équipe a changé plein de fois. Tyreek Hill, il est blessé quasiment 75% des matchs. Tout le système de jeu, il est sur une seule clé de lecture pour Tua Tagovailoa, qui a fait sa carrière à Alabama. Mais à Alabama, il avait 5 cibles, 5 étoiles autour de lui où il était capable d'envoyer de partout. Là, tu as juste Tyreek Hill. Ou alors, quand tu mets Jalen Waddle à la place de Tyreek Hill quand il est blessé, et ben en fait, globalement, tu n'as vraiment plus personne. Tu n'as pas de wide receiver numéro 3 qui est capable de s'élever un peu. Tu l'as eu quelques fois avec, j'ai oublié son nom, tu vois, tellement, Cedric Wilson. Mais en fait, c'est trop léger pour être. Donc, plutôt déçu par rapport au matos que tu as en fait de base et plutôt très déçu de la qualité défensive qu'a apporté Vic Fangio, qui d'ailleurs part, alors que en fait, on t'apprend à la fin de la saison qu'en fait, il n'avait pas envie de signer à Miami, mais que c'était une opportunité d'avoir un énorme salaire pendant un an et qu'il s'était déjà mis d'accord avec les Eagles. Donc en fait, tu vois, bon, tu sens que finalement, il y a quelques trucs qui se mettent un petit peu en ordre de bataille là-dessus. Mais c'est décevant en fait au vu de l'investissement et du matos que tu as, mais c'est prometteur pour cette année. En plus de ça, tu as 4 finales globalement à partir de la semaine 16. Tu en gagnes une seule, tu gagnes contre Dallas. Après, si tu bats Baltimore, tu es à peu près sûr d'être premier, il me semble. Ouais, c'est ça. Tu es à peu près sûr d'être premier. Enfin, faut gagner le dernier, je crois. Et je sais plus. Non, tu étais sûr. T'étais sûr. En fait, sûr. Fallait gagner un des 2 derniers matchs pour être sûr d'être premier de division en tout cas. Ouais. Et je me souviens la semaine du match face à Baltimore, où tout le monde pensait que les Ravens, en fait, ils allaient envoyer l'équipe 2 en disant bon bah voilà, les gars ils vont être en gestion, ils n'ont pas gagné un match de playoff depuis longtemps alors qu'ils sont vraiment attendus. Normalement cette année ils sont contenders. Là de toute façon il n'y avait plus rien dans la ligue de leur côté, ils avaient vraiment un petit boulevard quand même qui était sorti. Et en fait pas du tout, ils sont arrivés avec l'équipe type, ils ont écrasé. Et je rebondis juste sur une dernière chose qu'a dit PA, le match qui a vraiment fait tout basculer, effectivement c'est Tennessee, parce que c'est là que tu as vu qu'il n'y avait pas de cohésion en défense, parce que des fautes bêtes, Bradley Chubb qui file une pénalité juste pour enlever son casque, qui balance du terrain parce qu'il a loupé son plaquage et du coup ça met touchdown. Tu as qui n'est pas capable de finir les drives importants. Ça, c'est quand même révélateur. Encore pour moi, pas de la qualité des joueurs, mais de la qualité du coaching de McDaniel dans les moments importants des matchs. Peut-être qu'on en reparlera après, mais en tout cas, c'est pas encore assez au niveau par rapport à ce qu'on a pu voir dans les équipes qui ont été champions récemment. Sachant que tu parles de match des Titans, tu es à 27-13 à 4 minutes de la fin. Tu mets le touchdown du 27-13 à 4 minutes. Il reste 4 minutes 34 pour être sur le box score pendant que je lis ça. Moi, je me rappelle avoir lâché le match. En fait, je me suis dit à 27-13, cool. Vas-y, je vais prendre ma douche. Après, je vais me coucher, quoi. Et je sors de la douche, je vois 28-13 et je me dis 28-27 et je me dis ok. Et là tu te dis ça va être compliqué, et les espoirs que tu as parce qu'en plus là ça aurait été une 4e victoire consécutive après la bye, que des équipes faciles entre guillemets, en te disant bon bah cool, t'as 4 victoires, 5 même parce que t'avais New York derrière, en te disant ça va le faire normalement. Et non, tu te casses ta dynamique. Après du coup t'as Dallas, t'as Baltimore, t'as Buffalo, t'as les Chiefs, tu perds 3 des 4 derniers matchs. Enfin, tu perds tes 3 derniers matchs, du coup. Dommage, parce que ça avait si bien démarré. On n'a pas parlé du match contre Denver où tu gagnes 70-20. Tu mets 70 points dans un match de NFL. Incroyable, quoi. Et en fait, derrière, ouais, complètement. Mais ça reste. Du coup, c'était Denver, quoi. Ça, on l'a appris plus tard. Mais voilà, quoi. C'était un peu triste. C'est une saison où tu l'as très bien résumé, PA. C'est les Vikings, quoi. Tu finis en 11-6, tu fais un match de playoff. Et t'es pas content, quoi. Ils avaient beaucoup plus montré que les Vikings, c'est-à-dire comme je disais, les victoires qu'ils ont réalisées, voilà, il y avait pas de doute sur la victoire, c'est-à-dire que c'était vraiment des grosses victoires bien établies. Ils montraient qu'ils étaient costauds, et au final, même pendant la saison régulière, la défaite contre les Chiefs, elle n'est pas déshonorante, elle est étrange. 21-14, c'était un match en Allemagne. Elle est juste bizarre en fait, parce que ça donnait le sentiment qu'ils devaient le gagner,
Et au final, ils le perdent peut-être un petit peu d'expérience. Et puis avec un jeu juste hallucinant, je crois qu'il y a fumble recouvert par un joueur de ligne défensive ou quelque chose comme ça, qui le remet en arrière un DB qui trace dans la end zone. Enfin, cette action elle est incroyable et en même temps lunaire, je pense, que quand tu es supporter des Dolphins. Mais, euh, mais ouais, ça joue à ce touchdown un peu bizarre. Dans l'absolu, ça fait 14 partout, quoi. Et encore, ce fumble-là, je crois que c'était un fumble, ils sont quasiment bord de end zone. Donc, tu vois, pour moi, ce match-là, cette défaite-là est un peu dure à accepter. Par contre, les autres, voilà, les Eagles, les Bills, même par 2 fois, parce que c'est 21-14 sur la dernière semaine. Mais quand tu regardes le match, il y a même pas une once d'espoir que les Dolphins l'emportent. C'est vraiment dommage, quoi. Et, je pense que c'est la force des très grandes équipes. Je pense qu'ils vont beaucoup apprendre et que c'est aussi la force des très grandes équipes de ne pas arriver au début de la saison régulière en étant en pic de forme. J'avais cette impression-là, en fait, qu'ils étaient vraiment au top du top, que McDaniels avait décidé de montrer tous les schémas de jeu ou tous les plans de jeu sur les 4-5 premières semaines, et qu'après, en fait, il avait déjà tout fait, quoi. Donc les équipes se sont adaptées, et peut-être qu'il va apprendre de ses erreurs, et comme l'a dit Antoine, il y a aussi des blessures qui n'ont pas aidé. Donc voilà, c'est les deux cumulés qui ont fait que la saison a fini vraiment en autre boudin pour eux, alors qu'elle avait superbement commencé. On va pouvoir, parce qu'en plus de tout ça, nous on connaît à l'heure où on l'enregistre comment s'est passée l'intersaison, et je pense que ça joue un peu sur notre vision, on va pouvoir en parler. Il y avait moins 30 millions de cap disponibles avant le début de la free agency, le début des différents cuts qui ont amené Xavier Howard notamment et Jerome Baker à être cut. Tu fais de la place. Antoine, tu voyais quoi comme besoin pour l'équipe? En fait, il y en avait pas mal quand même. En fait, il y en avait pas mal parce que ce moins 30 millions. Alors après, le cap space, tu peux lui faire dire ce que tu veux parce Oui, totalement. qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de choses. Par contre, c'était pas une bonne situation par rapport à la stratégie qui était menée par le manager général Chris Greer depuis 3 ans, de se dire on est cette année en win now, il faut qu'on gagne. On a donné des très gros contrats beaucoup plus forts pour attirer des joueurs, pas le choix. Et en fait, du coup, de là dans la reconstruction, pour moi, c'était très défensif parce qu'en fait, finalement, tu es dans le top 3 des attaques de la ligue. Et ça ne changeait pas grand-chose. Il y avait une interrogation sur la capacité à payer Jalen Waddle et sa réaction en cas de non-paiement ou pas d'activation de la 5e année. Mais en tout cas, tu étais tranquille. En gros, Jalen Waddle, tu actives sa 5e année, il joue sur un contrat qui est quand même plutôt haut, mais tu peux encore le taguer l'année d'après. Donc en fait, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Mais en fait, tu avais Jalen Phillips, c'était une question. Tu as 2 blessés en DN. Tu as Emmanuel Ogba qui fait pas le taf, qui a un contrat qui est monstrueux, que tu es obligé de couper, mais comme tu l'as tiré à l'époque, le dead cap de Emmanuel Ogba était supérieur à 10 millions d'euros. Donc en fait, finalement, c'était pas un si bon move que ça à l'intérieur. Jérôme Baker, il avait lié son avenir à Vic Fangio. Donc en fait, ils se sont mis d'accord sur un pay cut à l'amiable à l'intérieur. Donc en fait, tu avais déjà toute la défense à reconstruire. Et depuis des années, le secteur défensif où tu as énormément de mal, c'est quand même le secteur des linebackers, parce qu'on a des linebackers qui sont lourds dans la boîte, mais qui ne sont pas rapides sur la protection de passe, enfin sur la couverture de passe. Et donc, du coup, tu avais ça, et puis tu avais le dilemme Christian Wilkins, parce que du coup, il fallait le payer. Quand tu vois le contrat qu'il a pris aux Raiders, heureusement qu'on ne l'a pas payé, parce que de toute façon, on était incapable de s'aligner là-dessus, ou alors si on le payait, on pouvait plus payer personne. Donc, pour moi, que des besoins extrêmement défensifs. Et puis ensuite, après, c'est plus des ajouts. Un wide receiver numéro 3 aurait été pas trop. Mais c'est pareil, en fait, il est limité dans un style dans un concept de jeu qui fait que de toute façon, tu auras beau mettre un wide receiver numéro 3, il le visera allez, 30 fois dans l'année maximum. Donc en fait, finalement, tu peux mettre n'importe qui, ça peut peut-être faire le travail, et c'est ce qu'on verra peut-être avec la draft après. Et donc, du coup, voilà, pour moi, les besoins, ils étaient extrêmement défensifs et en special team, parce que Jason Sanders, il fait une belle année, mais ça faisait 3 années qu'il est un peu au fond du trou, depuis qu'il avait signé un contrat à 20 millions de dollars. Et puis,
les Patriots, ils nous ont fait un super cadeau avec Jack Bailey. Et puis, en fait, le gars, pendant la pré-saison, il envoie des super trucs. Et puis, quand dans les matchs importants, il faut qu'il soit présent, le gars, il passe pas. Donc, bon, du coup, alors, il a été re-signé à 2 ans avec une restructuration. Mais je pense qu'il faudra lui amener un peu de concurrence sur le sujet parce que c'est des postes punter où Rémi, qui est de la fine équipe, aime bien le dire, hein, tu tapes dans une poubelle, il y en a 3 qui sortent. Donc voilà, c'est des choses où tu peux essayer de peut-être trouver une pépite pour un contrat minimum. Et ça peut être intéressant. C'est d'ailleurs ça le P de punter, en fait, c'est le P de poubelle. Exactement, tout à fait. Ok. Sans insulte pour toi, hein, du coup, Antoine. Bien évidemment, je le prends pas mal. Tu parlais beaucoup de défense. PA, toi, les recrues que t'aimes bien, c'est plus du côté défensif. Enfin, même de toute manière, ce que t'as aimé et ce que t'as pas aimé, c'est aussi les deux, j'ai l'impression que c'est côté défensif. Ouais, effectivement, j'ai bien aimé les arrivées de Brooks et de Barrett parce que ça va apporter de l'expérience. Barrett, c'est un pari, hein, c'est sur une année, à un tarif très modéré. Il revient d'une blessure alors, il y a 2 ans, mais il n'a pas retrouvé son niveau l'année dernière. Donc, du coup, c'est un pari sur le pass rush. Pourquoi pas? À 7 millions, ça se tente. Et Brooks, 30 millions sur 3 ans, 33 millions sur 3 ans. C'est un linebacker établi qui va apporter voilà, euh, une base solide sur le côté des linebackers parce qu'il y a eu une flopée de linebackers qui sont partis. Hein. Tu l'as dit, entre ceux qui ont été coupés, ceux qui n'ont pas été signés, Van Ginkel notamment, qui est parti. Il y avait un gros vide qui était laissé sur le poste, sur le deuxième rideau. Et du coup, voilà, pour moi, il a été adressé durant la free agency. Donc, tant mieux. Au moins, ils vont garder cette base un peu solide en défense contre le run. Euh, Au moins, ça se garde. On n'en a pas parlé, mais pour moi, il y a un cut qui est salvateur de la nouvelle identité. On parlera peut-être d'Anthony Weaver après, mais le cut de Xavier Howard, pour moi, c'est le cut qui est un peu le cut signature de la fin d'un cycle, en fait, chez les Dolphins, en tout cas dans ce côté-là. Quand tu as un mec en conférence de presse du dernier match qui pose une question inverse à un journaliste en disant le journaliste lui demande si potentiellement il est capable de restructurer et lui dit je sais pas, toi tu es prêt à perdre du salaire, bon voilà, donc du coup tu as senti déjà que le gars il avait pas envie de re-signer dans cette équipe là, et mine de rien au salaire auquel il était payé, pendant lequel il a pleuré pendant plusieurs années pour avoir ce type de salaire là, et les performances qu'il avait sur le terrain depuis maintenant 1 an et demi on va dire. Je pense que Kendall Fuller, son arrivée, ça va faire du bien. Jalen Ramsey, il n'a pas joué non plus à son top pick. Et en même temps, il commence à être un peu vieux. Hein, donc, si ça se trouve, il ne faut pas trop en entendre non plus. Même s'il a 31 ans, mais peut-être pas trop en attendre non plus sur le sujet. Et aussi, je pense qu'il nous manque un bon free safety. Ou un strong safety. Ça dépend comment ils vont vouloir jouer le système, mais en tout cas, il manque quelqu'un à côté de Javon Holland pour vraiment faire le travail. Je pense que Sean Elliott serait re-signé parce que c'était plutôt une belle complémentarité. Et en fait, finalement, pas du tout. Donc, je suis plutôt curieux de voir comment ils vont se débrouiller là sur les training camps avec les coupures pour pourquoi pas récupérer un vétéran d'expérience qui va amener quelque chose en plus à l'intérieur de cette défense. Ça peut être en tout cas un besoin qui n'est pas encore adressé. Si, mais il a tellement un passif de blessure important que je serais très étonné de le voir enchaîner 17 matchs. D'ailleurs, à Buffalo, il a fait la moitié de la saison. Dans les matchs importants, il est présent et il a une niaque, mais c'est pas une culture qu'on a à Miami dans notre défense. Quand tu vois la défense des Bills, elle te massacre tout le match. En fait, ça cogne dur, et c'est ce qu'Anthony Weaver il va sûrement essayer de faire parce que c'était ce qu'il faisait avec à Baltimore. Mais par contre, il avait un linebacker qui était son visage. Là, si c'est Jordan Brooks, le linebacker, là, je suis un peu moins d'accord avec Pierre parce que c'est un cogneur, mais c'est pas un gars qui demain il va te retourner la feuille quand tu vas en avoir besoin. Et Jordan Poyer, j'ai du mal à me dire que sur 17 matchs aujourd'hui, il va être capable d'être présent à 100% et d'avoir la même intensité tout le temps. Et quand tu regardes derrière ces deux joueurs-là, il n'y a vraiment personne dans le roster. Tu as Nick Needham qui revient d'un talon d'Achille, qui a joué 2 matchs en fin de saison l'année dernière pour se faire un peu de jambes. Bon, c'est sûrement encore un peu léger si tu veux aller loin. Encore une fois, si tu as des ambitions d'aller au bout. Ça, c'est vraiment le sujet. Totalement. Tu as parlé un peu de Kendall Fuller aussi. On a fait l'épisode avec les Commanders il y a quoi ? À l'heure à laquelle on enregistre l'épisode, c'était il y a quelques jours, mais à l'heure où vous l'écoutez, c'était il y a une semaine.
il avait parlé de Kendall Fuller et le départ et qu'il était content pour lui parce qu'il était mal utilisé aux Commanders. J'ai hâte de le voir du coup dans ce système-là, de le voir différemment, de le voir avec. J'espère que ça va faire un bon duo. Moi, Kendall Fuller, c'est un joueur que j'aime bien et j'étais content de le voir signer, même s'il y a toujours ces dernières saisons en tête où tu te dis attention. Mais je pense qu'en complément de Ramsey, ça va être cool. Euh, donc voilà, ça remplace bien Xavier Howard qui fait rien en fait. Donc tu le payes 11 millions de moins à peu près que ce que tu perds Xavier Howard. Enfin, pas que ce que tu perds Xavier Howard, que ce Exactement. que tu payais Xavier Howard, parce qu'aujourd'hui Xavier Howard n'a toujours pas de contrat. Donc voilà, j'aime bien cette petite signature. Je trouve ça pas mal. Et voilà. Ouais, et dans les besoins adressés, je sais pas si PA sera d'accord avec moi, mais je trouve que le premier besoin qui a été adressé, c'était le coordinateur défensif. Et ça, pour moi, c'était hyper important parce qu'avant, Chris Greer, il signait des joueurs et ensuite, après, signait le coordinateur. Et il te disait, bon, bah, maintenant, vas-y, amuse-toi un peu avec tout ça. T'as une belle équipe sur le papier, t'as des beaux noms, il y a du monde. T'inquiète, tu vas trouver un truc. Et puis, on mettait toujours, mais même à l'époque de Brian Flores, hein, si on remonte encore un peu plus loin, on mettait toujours soit 3 quarts temps pour se mettre en route, soit parce qu'en fait, il n'avait pas les joueurs pour son système. Il n'avait pas les joueurs qu'il avait aux Patriots à l'époque. Et là, en fait, Anthony Weaver, il joue énormément sur 3 joueurs importants dans son équilibre. Un, c'est un D-tackle. Aujourd'hui, en fait, il a mis un comité de D-tackle à l'intérieur qui va tourner, à mon avis, énormément. 2, un linebacker qui est vraiment le capitaine du rideau défensif. Et 3, un safety qui est capable de descendre sur la ligne à plein de moments, comme Kyle Hamilton le faisait beaucoup, pour en fait venir intercepter pas mal de jeux. Mais pour ça, il avait besoin d'avoir 2 corners très forts en couverture. Et je pense qu'il les a avec Kendall Fuller et Jalen Ramsey. À voir comment ça va durer dans le temps. Et il faudra aussi changer de préparateur physique si on veut vraiment jouer au niveau auquel je pense Anthony Weaver il veut faire jouer. Parce que depuis Brian Flores, on n'a jamais vu une équipe aussi forte physiquement. On est peut-être même encore un peu trop smooth. Totalement. Est-ce qu'il y a d'autres choses positives dans cette free agency avant de passer au un peu plus négatif? Est-ce que tu as d'autres joueurs, Antoine, que tu as bien aimé arriver ou partir, hein? C'est les deux options, hein. Ouais, alors, il y a 2 joueurs, moi je suis très content. Kendall Lam sur la ligne offensive, je suis très content de l'avoir re-signé. On a tellement bricolé sur la O-line depuis 10 ans que l'explosion de Jackson avec la compensation d'un gars comme Kendall Lam qui est capable de prendre pas mal de postes, d'avoir un côté hybride, c'est très bien. Et Aaron Brewer en tant que centre. C'est vraiment les 2 joueurs où je suis content qu'ils soient arrivés parce que j'avais peur qu'on signe Connor Williams alors qu'il aurait demandé un contrat exorbitant mais en même temps il le méritait, il avait fait quand même des belles performances, mais revenir d'ailleurs il est toujours pas signé, hein, et revenir d'un ligament croisé où tu parles plutôt d'une fin de carrière, c'est quand même un peu osé. Et puis en défense, effectivement, Pierre en a parlé, mais Barrett, c'est quand même, en fait, on peut parler de son âge parce que dans la communauté, ça parlait énormément de son âge. C'est pas le gars qui va être le plus puissant, mais en fait, c'est un gars qui est explosif et qui correspond complètement à l'ADN qu'on a besoin d'avoir en fait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il jouera peut-être pas 100% des snaps, mais dans des matchs importants, il jouera 100% des snaps. Par contre, c'est un gars qui techniquement compense énormément par son QI football qui est quand même vachement élevé. Et donc, du coup, je suis quand même plutôt content. Et pour le prix, je suis encore plus content. On dit souvent que c'est meilleur quand c'est gratuit. Voilà, c'est quasiment gratuit. Donc, franchement, c'est quand même pas mal. Tu parles d'âge, mais tu parles pas de Calais Campbell, du coup. Non, non, non. En fait, ça, c'est pareil, c'est pour faire le nombre. C'est-à-dire que je pense que c'est un gars qui a énormément donné là aux Falcons, qui était quand même en plus le capitaine de la défense des Falcons, etc. etc. Mais pour moi, c'est un gars qui va faire de la rotation. Il sera peut-être le premier tout le temps sur les premiers jeux, mais je le vois pas en troisième. En fait, je le vois faire la première tentative, sortir et rentrer sur les troisièmes importantes. Quand on va, je le vois plus dans une utilisation hybride. Pour moi, c'est pas quelqu'un comme tu peux le voir chez les Steelers parfois avec certains joueurs où le gars il fait 100% des snaps, il reste au milieu du terrain. En tout cas, c'est plus ce joueur-là. Il peut être en bonne forme, hein, mais c'est plus ce joueur-là. On
en tout cas, je le vois pas utilisé comme ça. Et surtout qu'on a. Non, je l'ai eu aussi. Ah, vous me revoyez? Ok. Et du coup, je parlais de Calais Campbell et surtout, je parlais de notre cher Anthony Schwartz aussi. Du coup, important pour moi parce que ça peut être le receveur numéro 3 qu'on attend quelque part. À l'intérieur de ça, je pense qu'il va être un peu décalé. Et sans oublier Jonnu Smith aussi. Ça, c'est très important. Un tight end qui court vite. On n'a jamais utilisé les tight ends sous McDaniel alors que c'était sa marque de fabrique à San Francisco. Peut-être qu'à un moment, ça va arriver. On verra. Donc, voilà. Top. On va pouvoir passer au côté un peu plus négatif. PA, je vais te laisser la main sur ce que tu as moins aimé de cette free agency. Tu n'es pas obligé de te limiter qu'à une personne. Tu peux te limiter à autant que tu veux. Donc, fais-toi plaisir. C'est pas que j'aime pas, mais effectivement, la paire de Wilkins, elle est lourde. De toute façon, il n'y avait pas la possibilité de le re-signer. 110 millions sur 4 ans, quand on voit le cap space disponible avant la free agency, c'était quasi sûr. Et beaucoup en ont parlé en disant que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas un joueur de son calibre qui était dispo en free agency. Donc voilà, dans l'absolu, on le savait. En fait, c'est la paire de Wilkins et de Hunt qui fait un petit peu mal parce que c'était deux joueurs titulaires qui étaient ancrés dans leurs lignes respectives et qui n'ont pas été remplacés pendant la free agency. C'est plutôt ce côté-là que j'apprécie moins. Wilkins a été remplacé, mais plus sur le nombre, plus que sur un joueur, comme l'a dit Antoine. Alors que Hunt, pour le coup, lui, n'a pas du tout été remplacé. Enfin, vous remplacez un Robert par un Robert, parce que du coup, c'est Robert Jones qui, possiblement, commencerait garde droit. C'est ce que j'ai moins aimé. Après, je m'étais dit potentiellement que ça allait être considéré pendant la draft. Ça sera le thème juste après. Donc, c'est pour ça que, pour la free agency, je le mets en point un peu négatif. Antoine? Ouais, moi, il y a une seule chose que j'ai pas aimé. Je partage ce que dit PA, un peu moins sur Robert Hunt parce qu'il fait vraiment une très bonne saison. Il est jamais blessé, donc ça, c'est sa force. Ou en tout cas, vraiment, sauf sa première année. Mais en tout cas, il y a Wilkins, effectivement, on était incapable de le payer forcément. Et moi, il y a un point qui me dérange énormément, c'est que dans cette free agency, si je prends vraiment en compte aussi l'existant, c'est notre incapacité à signer Tua Tagovailoa parce qu'en fait, ça bloque tout. Parce que pour moi, on aurait signé un garde droit demain si on avait le montant du contrat de Tua Tagovailoa. Il a changé d'agent juste à la fin de la saison parce que je pense qu'il était capable d'aller chercher un peu plus. Et en fait, pour moi, ça bloque tout. Donc pour moi, la free agency, elle n'est pas du tout finie. Je pense qu'on va avoir encore quelques surprises qui vont sortir. Il fallait qu'ils attendent début juin et les derniers de cap space avant de pouvoir. C'est à voir. Moi, je ne me prononce pas pour l'instant sur ce move-là. Mais voilà, en fait, pour moi, vraiment, c'est le contrat de Tua Tagovailoa parce que si on le signe, tout le monde a l'air confiant. Tu écoutes tous les reporters, ils sont tous confiants. Ça va bien se passer. C'est un contrat qui va être friendly. On parle beaucoup du contrat de Mahomes avec les Chiefs à l'époque. Ça va être un contrat qui va être un peu dans ce sens-là. Et quand tu écoutes Tua, il dit bah, c'est juste du business en fait. Hein. Donc, moi, je ne signerai pas plus de 4 ans, a priori. Et ça sera un des QB les mieux payés de la ligue. Donc, en fait, ça ne te laisse plus beaucoup d'options après derrière. Donc, ça serait ça vraiment ma déception. C'est un gars qu'on a protégé, à qui, qu'on a laissé encore se développer alors que on pouvait lui prédire une fin de carrière, qui fasse pas un pas vers la franchise qui potentiellement à un moment lui a permis en tout cas de se reconstruire. Parce qu'il y a plein de franchises qui l'auraient coupé depuis un moment, hein, au moment de toutes ces commotions-là. Il y a plein de franchises qui l'auraient coupé pendant ce moment-là. Donc voilà, c'est ça plutôt mon point négatif. Très clair. Moi, j'ai pas trop de points négatifs. Je suis un peu triste du départ de Cedric Wilson, que moi j'aimais bien. Je trouve qu'il a pas. Je l'aimais plus comment il s'appelait, aux Cowboys
que je l'aimais aux Dolphins. Je trouve il était suffisamment bon aux Cowboys et quand il a signé ici, j'étais là en mode ah bah cool, ça va être bien. Je trouve qu'il a plusieurs cordes à son arc qui sont intéressantes et qui auraient pu être encore intéressantes cette saison. Après, on verra lors de la draft que il y a eu des joueurs draftés qui, pour faire le nombre, du moins. Voilà, moi c'est surtout ça. Le reste, vous en avez parlé. Donc, j'ai pas, voilà, à part Van Ginkel que j'aimais bien, mais 10 millions aux Vikings. Est-ce qu'on aurait pu les laisser les mettre les 10 millions? Au final, on le remplace en quelque sorte par Barrett numériquement. Bon, dommage. Van Ginkel, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup et j'étais un peu triste de. Voilà, c'est ces deux joueurs, plus affectifs qu'autre chose, mais bon. Et puis, je suis pas fan de la recrue d'Odell Beckham. On va dire numériquement, on va dire si tu remplaces Cedric Wilson par Odell Beckham pour le même prix, si ce n'est que Beckham est même un tout petit peu plus cher, pas grand chose, mais un petit peu plus cher. J'ai un peu du mal avec cette transaction, dirons-nous. Après, sur la free agency, je me pose la question de la re-signature de Jalen Waddle quand même. J'adore le joueur. Je le trouve vraiment très très bon quand il n'est pas blessé. C'est toujours la même chose. Mais on pourra revenir après avec la draft. Je pense j'ai l'impression qu'ils sont un peu précipités parce qu'il y avait encore l'option de cinquième année à Amen. Donc en fait, dans l'absolu, il était encore 2 ans dans l'effectif. 1 an si derrière tu veux le trader pendant sa cinquième année. C'est bizarre parce que tu payes déjà ultra cher Tyreek Hill. Tu vas avoir peut-être le contrat de Tua à payer. Peut-être aussi que c'est un moyen pour le front office de ne pas re-signer Tua et de se dire ah, bah, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens. C'est quelque chose peut-être à mettre en perspective parce que, comme l'a dit Antoine, ils l'ont protégé avec toutes ses blessures. Bon, j'insisterai aussi un petit peu sur son niveau de jeu. Il fait des stats, voilà. Mais dans les matchs importants, je le trouve un peu absent. Et pour le coup, pour le voir plusieurs fois dans l'année, il a un bras, mais c'est juste inquiétant, quoi. En fait, j'ai l'impression, pour le coup, en préparant l'émission, je me suis dit, tu mets un Brock Purdy dans cette attaque-là. J'ai l'impression que l'attaque, elle tourne mieux. Non pas que Purdy est un mauvais quarterback, mais en fait, dans ce style-là, qui est assez similaire, j'ai l'impression que Purdy est déjà meilleur que Tagovailoa parce qu'il va être sur ses premières, deuxième lectures. Il va lancer dans des fenêtres de tir assez serré et surtout il va anticiper finalement par rapport au tracé des receveurs ou des running backs à quel endroit va être le receveur au moment où le ballon doit lui arriver. Ça, Tagovailoa, il le fait très bien et Purdy aussi. Sauf que actuellement, Purdy ne coûte pas grand-chose aux Niners, là où Tagovailoa va commencer à coûter une blinde en fait aux Dolphins. Et on voit déjà ses limitations en fait. Donc moi, la re-signature de Waddle, c'est super pour le corps de receveur, c'est un super joueur, mais je la comprends pas par rapport à ce qui derrière a été drafté cette année. Ouais, après tu peux te poser. Alors, je suis d'accord avec toi, je partage. Il y a juste un truc où je suis un peu plus nuancé, c'est que pour moi, on prépare vraiment l'après Tyreek Hill. C'est-à-dire que je vois pas Tyreek Hill rester 2 ans de plus. C'est-à-dire que Tyreek Hill, il va faire encore une saison. Et puis ensuite, après, soit on va essayer de le trade, soit on va le cut. Soit il va prendre un pay cut et il va essayer de finir un peu sa carrière quelque part. Parce que là, il a commencé à demander un nouveau contrat par ses agents. Il en rigole en disant oui, voilà, vous voyez, voilà, je suis le meilleur receveur de la ligue en termes de stats, donc j'ai besoin d'avoir le meilleur contrat. En fait, c'est juste de la logique, etc., etc. Mais du coup, je pense qu'ils ont surtout anticipé que ça pouvait être un problème en fait à un moment, parce que forcément les contrats ils évoluent et donc du coup ils ont sécurisé Waddle, je pense par rapport à ça. Et après, je partage ton avis sur Tua. Il y a juste un truc où je suis encore dans l'interrogation, c'est que j'ai peur qu'on fasse du Dolphins en fait dans cette histoire. C'est-à-dire que toute franchise normale, donc hors le South Florida way qu'on peut avoir à plein de moments, se dirait, par exemple les Steelers, une franchise qui est plutôt respectable sur ce sujet-là, ou même les Niners, diraient, en fait, tu vois, on ne le paye pas cette année, on lui dit qu'il faut qu'il fasse encore une année incroyable et surtout qu'il progresse à l'intérieur. Par contre, on le paiera à la fin de l'année prochaine de manière très forte. Mais l'institution est tellement forte qu'en fait, il n'y a pas de sujet, le gars, il va suivre. Parce qu'en fait, tu vois, c'est un QB système. C'est ce que tu dis très bien. En fait, tu vois, si tu lui mets pas les armes autour, comme il avait à Alabama, comme il avait
depuis son accident, il a perdu beaucoup de sa mobilité. Il a perdu de force de lancer qu'il a récupéré un peu cette année quand même dans l'histoire, mais c'est quand même moins fort que tous les nouveaux QB nouvelle génération qui sont sur la NFL aujourd'hui. Et puis, pour moi, il y a un vrai sujet, c'est effectivement, il n'a pas de deuxième ou de troisième lecture parce qu'il n'a pas confiance en sa capacité physique. Il a énormément séché là, donc si ça se trouve, ça va peut-être changer quelque chose. Mais en fait, pour moi, j'ai peur qu'on le paye et que finalement, en fait, on se dit chaque année, bof, on a fait 12-6 ou 12-5 ou 10-6, 18. Top. Mais en fait, ça s'arrête là. Bon, allez, on attend l'année prochaine, tu vois. Et en fait, c'est ça, moi, qui me fait peur. C'est ce côté, à un moment, est-ce qu'on va vraiment être capable de l'entourer jusqu'au bout? McDaniel devait apporter ça. Finalement, McDaniel, il a quand même beaucoup de limites en termes de head coach. Il y en a beaucoup qui ont demandé sa démission à la fin de la saison quand même. Et en fait, demain, tu mets un Andy Reid à la place de McDaniel aux Dolphins avec un Tua Tagovailoa dans le jeu. Je pense que, tu vois, il y a ça aussi, en fait, à l'intérieur. Où je sais pas si c'est le head coach ou je sais pas si c'est les deux, en fait, pour se dire, OK, tu repars sur quelque chose. Mais effectivement, j'ai peur qu'on le paye une blinde et qu'en fait, on se dise pendant 2 ans ou 3 ans, un peu comme les Rams ont fait avec Jared Goff à un moment, en fait, on a atteint le Super Bowl, c'est top, mais chaque année, on échoue en playoff, quoi. Tu vois, et puis du coup, le mec, on le paye 40 millions. Au bout d'un moment, il faut s'en séparer. Et puis, en fait, tu vois. C'est exactement là où je voulais en venir. Jared Goff, c'est un excellent exemple pour ce que je vais dire. Je pense que tu as, à partir du moment où tu le prolonges, il est chez toi, quoi qu'il arrive. En fait, tu pourras plus le trader. C'est un joueur où, à partir du moment où tu as envie de le trader, plus personne n'en veut, je pense. Si tu le veux pas dans ton effectif, personne ne le voudra avec son contrat. Personne ne voudra lâcher des pics pour l'avoir. Et si tu veux le garder, il sera fort et tant mieux, tu vois. Mais le contrat que tu lui donnes, tu peux pas considérer, je pense, que tu peux en sortir. Donc c'est ça le côté un peu difficile, alors que tu as d'autres joueurs où tu peux en sortir en sortant un peu le pic, en descendant le pic que tu veux pour qu'il bouffe le contrat en face. Il y a des choses à faire. Je pense qu'avec Tua, ça va être beaucoup plus compliqué de faire ça. On l'avait vu déjà lors des rumeurs quand c'était lors de la chasse à court pour du Deshaun Watson, où tout le monde le voulait et on entendait parler de Tua aux Texans, on entendait parler de Tua aux Commanders. Et au final, tu avais l'impression que personne n'en voulait quand même. Alors il y a une autre époque, il s'est passé des choses depuis. Et voilà, j'ai l'impression que c'est ce joueur où on a un peu compris le plafond, on a un peu compris le plancher convient pas forcément, le plafond non plus. Et un peu compliqué. Mais par contre, quand il est au top du top, c'est top. Et comme tu disais, avec un autre head coach avec un peu plus d'expérience, ça pourrait le faire. À voir quand ce type de head coach est disponible aussi, parce que c'est rarement disponible en Andy Reid. Donc à voir. Est-ce qu'il y a un offensive coordinator qui peut être un bon head coach et pas juste un pote comme peut l'être McDaniel? Ouais. Mais tout ça pour dire, je suis aussi d'accord avec vous, avec toi, PA, et ce que tu disais, Antoine, aussi en début d'émission sur Waddle. Je comprends pas trop le move de le re-signer maintenant aussi cher. Parce que t'as subi la valse enfin pas la valse, mais la surenchère de tous les receveurs qui ont été re-signés ou signés. Et t'es un peu. Si tu l'avais re-signé au début de l'off-season avant que tout le monde signe, pour 23 millions, qui était à peu près le tarif auquel je m'attendais, pourquoi pas? Là, tu le re-signes pour quoi? 29, 30 Ouais, 85 sur 3 ans. Ouais, ça fait cher. Ça fait 28. Ouais. Bon. On a fini avec cette intersaison. Avec cette free agency. On va pouvoir passer à la draft du coup. Du coup, on va récapituler les différents picks. Avec le premier tour, pick 21, on récupère Chop Robinson, defensive end de Penn State. Au deuxième tour, un offensive tackle, Patrick Paul. Quatrième tour, l'annuel running back drafté par nos services avec Jalen Wright de Tennessee. Cinquième tour, Mohamed Kamara, defensive end de Colorado State. Au sixième tour, Malik Washington, le premier receveur qu'on récupère, nommé Washington, suivi de Patrick McMorris, safety, et enfin Taj Washington cette fois-ci. Donc voilà, on a 7 picks, et voilà ce qu'on en a fait, puisque le troisième tour avait été forfaité à cause de négociations quand on avait voulu récupérer Tom Brady et
C'était Sean Payton. Ouais. C'était Sean Payton. Bien nous en a pris, parce qu'on a perdu un premier tour et on a perdu un troisième tour. Au moins là, c'est terminé. Antoine, t'as pensé quoi de cette draft des Dolphins? Alors, de manière générale, on va dire, est-ce que t'es content, est-ce que t'es pas content? Et après, on pourra aller un peu plus dans le détail. Je suis vraiment pas content des 2 premiers tours. Et après, je suis plutôt content à partir du 3e, parce que pour moi, c'est que des profils que McDaniel adore polir. Donc on va voir ce que ça peut donner, ça peut être intéressant. Ça sera tout feu tout flamme, il va y avoir pas mal de choses, etc., etc. Par contre, les 2 premiers tours, pour moi, c'est incompréhensible. On fait un panic move sur Chubb Robinson parce qu'on se dit est-ce que Jalen Phillips et Bradley Chubb seront au rendez-vous au début de la saison? On a quand même un des calendriers les plus faciles de départ. Donc, si tu fais au début un comité et que tu as pas mal de joueurs, tu peux leur laisser le temps de revenir tranquillement. C'est pas trop un sujet. Donc, tu te rajoutes une équipe où potentiellement, tu es en train de te dire Bradley Chubb, on le re-signera plus, en tout cas. Et à un moment, on partira. Et donc, du coup, ça sera Chubb Robinson et Jalen Phillips. Donc, ça, voilà, avec un passif de blessure quand même assez important. Et puis ensuite, après, Patrick Paul. Ouais, très bien, hein, offensive tackle, en 2, pourquoi pas, etc. Sauf que le gars est pas technique du tout, que nous, on n'est pas une école de O-line, on n'est pas réputé pour être une école de O-line, qu'on dit beaucoup de bien du coach des O-line de Miami, sauf que avant d'arriver à Miami et avant cette année, c'était le gars évalué en 32e position ou 31e position des coachs O-line en termes d'analyse et d'évaluation depuis toutes ces années dans la ligue. Donc en fait, moi je suis plutôt déçu quand on ne bougeait pas. On avait un Troy Fautanu potentiellement qui arrivait au premier tour, qui pouvait être un vrai besoin, sachant qu'on avait fait partir Rob Hunt, etc., etc., et qui du coup il était potentiellement garde compatible à certains endroits. On avait potentiellement aussi, si on voulait, des mecs comme Graham Barton, comme Xavier Worthy, si on voulait un receveur, etc. Et en fait, on se retrouve à trade back pour pas grand-chose. Et en fait, finalement, on prend un gars qui a une bonne réputation, mais qui n'a pas la réputation d'un mec qui, demain, il va tout casser. Tu vois. Alors, franchement, je nous le souhaite, qui casse tout, Chubb Robinson. Mais il est plus petit que les autres. Il est physique, mais c'est pas le plus explosif du package. Tu vois, à la limite, j'aurais préféré qu'on trade up pour aller chercher Jared Verse 2 pics avant. Là, ça aurait eu du sens en me disant, ok, talent générationnel, gars qui s'est fait, qui a pris des doubles teams pendant 4 ans non-stop et donc du coup qui en termes de technique a vachement évolué à l'intérieur. Là, Chubb Robinson, il a fait 2 ans et demi plutôt correct, mais il n'a pas permis à Penn State d'aller en playoff, par exemple, sans avoir une mémoire vraiment très forte sur le côté CFP. Mais voilà, donc bon, c'est ça qui me déçoit un peu en fait à l'intérieur. Et vraiment, moi, l'incompréhension, c'est Patrick Paul, alors qu'il y avait encore d'excellents bons joueurs à aller chercher, notamment certains linebackers. Donc voilà, Patrick Paul, il va faire le nombre. Et on se dira dans 3 ans, je ne le souhaite pas, mais on se dira dans 3 ans, bon, dommage, ça n'a pas transformé, quoi. Mais bon, on a encore perdu un pic pour une fois où on avait un pic par tour cette année. Ouais, compliqué. Toi, PA, je sais que Chop Robinson, t'as un peu du mal également. Oui, parce que c'est un projet, j'ai l'impression que sa cote est montée à partir du moment où il a explosé tous les records au Combine. Et ce type de joueur, on en a connu un qui explosait tout, mais quand on mettait des pattes sur les épaules, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, je souhaite aux Dolphins que ce soit pas le cas et qu'il arrive à performer. Mais effectivement, comme l'a dit Antoine, deux tours avant, il y avait Jared Verse. 4 tours avant, il y avait Dallas Turner, si tu voulais partir sur un edge rusher. À ce moment-là, tu essaies de monter un tout petit peu pour prendre voilà, l'un des deux qui était quand même l'un des deux top 2, on va dire. Du coup, le fait que ces deux-là n'étaient plus dispo, je ne serais pas parti, moi, sur un edge, mais peut-être surprendre, mais plutôt sur un cornerback, parce que je trouve que Kou, il est limité, quoi. Il est limité dans le slot. J'ai l'impression qu'il se fait ouvrir à tous les matchs, quoi. Donc, il y a des fois où il arrive à performer, mais franchement, à chaque fois que je vois des matchs des Dolphins et qu'il y a un touchdown, il est toujours pas très très loin du ballon, quoi. Ou du receveur. Donc, je trouve ça toujours un petit peu compliqué. Et
comme l'a dit Antoine, Ramsey commence à vieillir. Je pense que c'est pas déconnant d'essayer de prendre la suite dès maintenant si ton edge préféré est pas pris. Après, voilà, ils ont pris Patrick Paul en deuxième tour. Pourquoi pas? Je pense que c'est bien. Armstead, il a 33 ans. Voilà, il va peut-être arriver sur la fin de sa carrière et peut-être commencer à décliner. Pourquoi pas prendre la suite? Il y avait peut-être un meilleur profil. Maintenant, on verra. Peut-être, possiblement, il va performer, mais t'as pas considéré le besoin prégnant actuellement sur l'offensive line qui est un garde et non pas un tackle. Donc c'est vrai qu'il y avait pour le coup, même au deuxième tour, des gardes qui pouvaient largement faire l'affaire, qui pouvaient en fait être titulaires jour 1 au début de la saison. On a parlé des Cowboys il y a quelques émissions maintenant. Bah, tu prends Bibi au deuxième tour, c'est peut-être un reach, même sûrement, mais au moins il est titulaire d'entrée en fait. Et tu solidifies ta ligne offensive qui, pour le coup, l'année dernière était bonne. Tu vois, il se prend un petit peu moins de 40 sacs dans la saison. Beaucoup moins, même 31. Un tout petit peu plus de 30. Voilà, donc essaie de solidifier déjà tes points forts. Après, le reste de la draft, je vais laisser Antoine en parler. J'ai mon avis aussi sur la question, mais je sais pas, c'est vrai que les 2 premiers tours, en plus, en voyant tous les commentateurs français de la draft, ils étaient tous étonnés de voir sortir Robinson. Pas en 21, parce qu'au final, il était attendu plus haut, comme je disais, à cause de son combat, mais que ce soit les Dolphins qui le prennent. Quoi. Mais il y a 2 choses sur ce que tu dis. Tu parles de reach, mais tu peux toujours trade down. Tu peux bien sûr. Trade down de ton 21, récupérer des assets. Il te manque un 3e tour, tu peux très bien aller en récupérer un à ce moment-là, si ce n'est un 2e, en fonction de combien tu descends. Je sais pas à quel point, mais moi, avant la draft, j'entendais beaucoup Jackson Powers Johnson qui pouvait éventuellement, à l'intérieur de la ligne, faire quelque chose. Il est tombé en 44, donc tu pouvais descendre à la fin du premier tour, le récupérer au premier tour. Moi, ça m'aurait pas choqué. Ça m'a plus choqué qu'il tombe en 44 qu'autre chose. Ouais, j'ai un peu du mal. Les corners, tu as eu une flopée qui est tombée pareil au 2e tour, au début de 2e. Si tu prends un asset en descendant au début, tu peux remonter derrière. Un peu étonnant la manière dont le début de cette draft a été géré. J'ai pas aimé du tout non plus. Job Robinson, je demande qu'il me donne tort. Mais le process, encore une fois, on juge le processus de réflexion plus que le résultat dans 4 ans. Mais le processus, j'ai eu un peu du mal. Je sais pas si trade-up ça aurait été quelque chose, même si, à partir du moment où Bonix tombe en 12, le trade-up est devenu moins cher, j'ai l'impression. Parce que tu n'avais plus de QB, donc tu aurais pu monter et récupérer limite le tackle que tu voulais. Si tu avais envie d'un tackle. Donc, ou Byron Murphy. Ou Byron Murphy en tackle à l'intérieur qui, accompagné d'un vétéran, aurait pu être vachement intéressant. Tu vois, tu avais la possibilité, en tout cas, sur les 4-5 premiers matchs de la saison, de décaler quelqu'un en DN et de venir travailler un peu à l'intérieur. Et en fait, c'est ça qui est rageant. Et même, PA, il parlait des corners. Ouais, t'as Quinton Mitchell qui est en 19. En fait, tu vois, t'avais vraiment la possibilité. Moi, je pense juste que après, c'est vrai. Mitchell, il tombe en 22, juste après le 21. Ah ouais, 22, tu vois. Ouais. Mais en fait, tu vois, moi, c'est vraiment ce type de réflexion, comme tu le disais, Alex, qui est de se dire, en fait, aujourd'hui, pourquoi on panique move sur quelqu'un? En fait, quand demain, tu auras Jalen Phillips et Bradley Chubb qui seront revenus quasiment à 100%, les gars, les deux, quand ils sont à 100%, c'est quand même compliqué d'aller les déloger. Enfin, ça va mettre un peu de temps à l'intérieur. Si tu as Robinson, demain, le projet à Anthony Weaver, en fait, finalement, c'est de le mettre linebacker. Bon, c'est un peu différent, un côté un peu Patrick Quinn ou Micah Persson. On va le laisser plutôt un peu plus bas, etc., etc. Pourquoi pas? Beaucoup ont dit ça d'ailleurs après la draft en disant ouais, mais en fait, effectivement, c'est un projet, c'est un diamant à polir, mais il est capable de jouer plusieurs positions. Et donc, du coup, il peut peut-être faire ses 2 premières années en tant que middle linebacker à part sa vitesse et finir sur la ligne quand il commence à être un peu plus vieux, qu'il a un peu plus de gras, et que du coup, il faut un peu de... Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les joueurs qui peuvent jouer sur plusieurs postes et qui sont un projet au moment de la draft. J'en ai ras-le-bol de ces joueurs-là. Enfin, j'en ai pas ras-le-bol. Ça me plaît de les regarder chez d'autres équipes. Mais j'ai pas envie de les avoir chez moi. Je préfère qu'ils se développent et qu'on se dise,
bien joué, équipe 31. C'est bien, vous l'avez pris, mais vous avez investi quand même vachement de temps pour qu'il devienne ça. Cool. Moi, ce qui me fait peur là, c'est on le police à la 4e année, qu'on se dise bah cool, on le garde, et qu'ils disent bah allez vous faire foutre, et qu'il signe ailleurs alors que t'as fait tout le taf pour lui, quoi. Et ça me. Voilà, j'ai un peu peur de ce truc-là, côté Miami, parce que c'est cool quand t'es jeune. Est-ce que après, quand t'as. Là, il a quel âge? Il a 23 ans, 21 ans. Quand il a 26 ans, qu'il aura une femme, est-ce qu'il aura envie de rester à South Beach? Je sais pas. Donc, je dis ça un peu en rigolant, mais voilà, il y a des réflexions. Hein. Miami, c'est un peu une ville pour être jeune. Quand tu signes un long contrat, il y en a un peu moins. Donc voilà, voilà, je pense PA, je pense que tu es d'accord sur le fait des jeunes joueurs à plusieurs postes. Je crois que c'était ça aussi sur quoi tu voulais rebondir. Déjà, pour rebondir sur Chop, ça me fait un peu penser. Alors, du coup, ça fait des postes différents, mais à Isaiah Simons. C'est-à-dire que, pareil, il avait performé comme un fou au combine. Je m'en doutais, parce qu'on en a déjà parlé. Et c'est quand t'as pas un poste prédéfini, c'est que t'as pas de poste. Et c'est bien d'être athlétique, de péter tous les records. Et je connais pas son QI football, mais à un moment donné, être linebacker, ça s'apprend pas en 2 mois, quoi. Et c'est un vrai job à temps plein, quoi. Et tu peux pas l'apprendre comme ça en claquant des doigts. Enfin, il y a des schémas de jeu, il y a des lectures quand tu as le running back adverse qui te passe derrière le dos et que tu dois le couvrir. Bah, vas-y, hein, mets ta vitesse. Mais les running backs en NFL, c'est pas des mecs qui font 15 secondes de 100 mètres. Hein. C'est des mecs qui font 10 secondes, voire peut-être un petit peu moins pour certains quand il n'y a pas les pads. Donc, à un moment donné. Il fait 4,48 au 40 yards quand même. Et quand je dis les pads, je parle pas de Frank Gore, bien évidemment. Mais. Oh, la balle perdue. mais en fait, c'est ça qui m'embête, c'est que. Ça, c'est mon opinion. Quand tu as un premier tour de draft, il faut pas prendre un projet. Tu prends un joueur qui peut déjà être établi. Sauf si tu es une équipe qui a déjà remporté le Super Bowl 2-3 fois, tu es une équipe déjà établie. Les Dolphins, ils ont encore des trous, ils ont encore des joueurs du talent qui doivent apporter à certains postes. Essaye de les combler par la draft au premier tour. Et après, tu fais des paris au 2e, au 3e ou au 4e. Les Chiefs qui prennent Worthy, par exemple, c'est un peu plus intéressant. C'est un projet, t'as envie de. Enfin, c'est un projet, on se comprend. Mais c'est un peu plus un projet. Ok, cool, va là-bas, cool, ça peut fonctionner, quoi. Ouais, après, il y a une jurisprudence PA dans tout ce que tu dis, c'est Micah Parsons, parce qu'on se disait exactement la même chose. Tous les mecs de Penn State, ils sont pas. On va dire que c'était pas les premiers de la classe quand ils sont sortis. Et en vrai, il a quand même performé. Alors, c'est peut-être pas le même extraterrestre, ce sera peut-être pas la même chose, etc., etc. Je nous le souhaite, hein, qu'il arrive à un niveau qui est quand même un peu dans ce style-là. Mais je vous rejoins complètement, en fait. C'est con parce qu'on n'est pas à l'heure au niveau des Dolphins. C'est pas l'heure de tester des projets, en fait. C'est ça, moi, qui m'embête. C'est que c'est l'heure d'enfoncer le clou et de prendre des joueurs qui ont fait leurs preuves et de se dire, OK, en fait, un peu comme les Bucks à un moment avec l'arrivée de Tom Brady, de se dire, OK, les gars, on prend que des joueurs, on est sûr, on veut aller au bout, en fait. Et on va tous se sublimer les uns les autres à un moment pour se dire, tiens, ce joueur-là, il va briller plus que les autres. Par contre, tous à l'intérieur, on va élever notre niveau de jeu. Et en fait, là, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire en défense. On est juste en train de se dire que ça va peut-être bien se passer et que voilà, ça sera un peu intéressant, mais voilà. Je vais du coup rajouter par rapport à Chop Robinson pour qu'on puisse continuer sur le reste de la draft. Quand je vois qu'on draft Mohamed Kamara au 5e tour, et j'en entends que du bien de Mohamed Kamara pour le coup. Alors là, j'ai pas entendu limite un truc négatif sur lui. Après, je sais pas comment il joue officiellement, en tout cas, selon les différentes depth charts et tout, c'est à peu près le même poste que. Ouais, il va plutôt jouer dans le slot. Ouais. Mais bon, quoi qu'il arrive, tu prends un DN, tu le prends là, tu en prends au premier tour. Bon, bah là, tu te dis, ok, t'aurais pas pu faire autre chose, de prendre un corner justement au premier, de prendre Kamara au 5e, et tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, t'as peut-être la style de la draft, et en plus de ça, t'as récupéré un corner pour remplacer Kou, comme t'as parlé, PA. Ouais, Kamara, j'adore, du peu que j'en ai vu, donc j'ai hâte de le voir sur le terrain. J'espère le voir sur le terrain. Pour l'instant, c'est. Pas tout de suite de ce que je vois, mais voilà, parce qu'il est derrière Chubb et Barrett selon la depth chart d'ESPN. Donc il y a du monde à passer. Mais ça va être là pour le coup, un projet au 5e tour qui visiblement est très bon au niveau, je sais plus si c'est au niveau de la communauté ou au niveau des records qu'il a tapé, c'est l'un ou l'autre. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est un gars que tu as envie d'avoir dans ton équipe. J'ai beaucoup aimé.
Le seul problème, c'est qu'il a joué à Colorado State. Mais bon, ça, c'est comme tout. Il aurait joué dans une top université, effectivement. Pour moi, il n'y avait pas trop de sujet. Il était au moins en premier ou au deuxième tour. Ouais. C'est bien ce genre de joueur qui comment dire, joue dans une petite université et qui, en fait, est peut-être aussi bon Complètement. que d'autres. Moi, je Complètement, trouve que c'est tout à des fait. bonnes valeurs. Plutôt que de prendre un mec moyen d'une top université, autant prendre un mec bon d'une équipe moyenne. Euh, Enfin voilà. C'est Après, bien. c'est toute une question de concurrence. PA, toi, je sais que ce que tu as aimé de la draft, c'est les Washington. Donc, Ouais, c'est la capitale. Je vois des très très bons reports. Je vois des très très bons reports pour les deux Washington. Et du coup, ça complémente ce que j'ai dit sur Waddle, même si Antoine a donné une explication par rapport à Tyreek Hill. Mais du coup, ce poste-là a été considéré, planifié, tout ce que tu veux. Euh, c'est pareil, c'est des paris, sixième, septième tour. Si on a seulement un des deux qui performe, c'est banco. C'est banco avec un sixième ou un septième. Ça permet d'avoir un joueur sur 4 ans qui va rien te coûter, qui va performer sur le terrain. Donc voilà, et pour le coup, vraiment, les reports, c'était vraiment sur cette fin de draft au niveau des receveurs, c'était les deux noms que je voyais ressortir à chaque fois, et ces deux noms sont ressortis dans la même équipe, quoi. C'était juste fou. Donc à voir s'ils arrivent du coup à passer le cut des 53 ou à faire un petit peu d'équipe d'équipe à côté sur la première saison, mais voilà, ça a été planifié. Voilà, c'est le moins important pour moi là-dessus. Ça a été planifié et du coup, la signature de Waddle a pour moi moins de sens. Maintenant, si c'est pour remplacer Hill sur 1 an ou 2 ans, pourquoi pas. Mais je reste perplexe comme là-dessus parce que se débarrasser de Hill, c'est quand même se débarrasser d'un joueur qui, je sais pas s'il sera Hall of Famer, mais c'est ton équipe il a le niveau aujourd'hui. pour en tout cas. Il aujourd'hui, c'est l'identité un peu Ouais. de l'équipe. Washington, le Malik, j'ai l'impression qu'il a un peu sa place dans la depth chart assez sereinement. Taj, je crois que de ce que j'en ai lu, il pouvait jouer en équipe spéciale aussi et sa place peut aussi être due grâce à ça. Et auquel cas, tant mieux. Donc, Les deux, hein. j'espère. Les deux. Ok. Ouais, ouais. Les deux ont la capacité de jouer en équipe spéciale. Moi, ce qui m'embête en fait à l'intérieur de ça, alors je suis très content d'avoir les deux parce qu'effectivement, c'était deux gros sleepers qui étaient très attendus, en tout cas sur la fin de draft. Et même, j'ai même envie de dire plutôt aux alentours du 5e tour, en fonction des besoins des équipes et de comment ça se passait. Par contre, c'est typiquement les mêmes profils que Tyreek Hill, que Jalen Waddle, etc. Et en fait, ça prouve encore une fois de plus pas l'amateurisme parce que ça serait trop dur, mais en fait le côté binaire du cahier de jeu qu'on aura encore l'année prochaine, en fait, dans cette ouverture pour Tua, et donc du coup pour Tyreek Hill, puis ensuite après ça sera Waddle, et en fait voilà, et donc du coup on va se retrouver à des joueurs. Alors eux ils vont, je pense, évoluer en équipe spéciale une bonne partie de l'année, mais du coup voilà, c'est des joueurs qui vont très très vite, qui vont être capables d'être alignés dans ce type de choses là. Donc, vaut mieux avoir des joueurs très vite sur ce type de poste-là, mais encore une fois, en fait, on s'offre aucune perspective de faire autre chose à des moments. Et si on se retrouve en week 7 ou week 8 avec un bilan plutôt positif et que les équipes commencent à s'adapter à ce qui est en train de se passer, comme c'est un peu le cas chaque année maintenant depuis 2 ans, et ben on va se retrouver encore une fois dans la même situation. On n'aura aucun plan de jeu un peu différent à proposer parce qu'on n'aura pas les joueurs pour. Et du coup, c'est là où ça va commencer à être compliqué, quoi. Moi, c'est là où j'aurais bien aimé voir Brendan Rice arriver, à peu près dans Par ses exemple. sleeper picks à la fin, 1m88, 94 kg. Je trouve que ça aurait été intéressant. Après, si l'objectif de McDaniel, c'est d'avoir que des joueurs interchangeables, où tu peux faire exactement le play, enfin, ils savent tout faire, ils savent tout faire, on se comprend, mais ils connaissent tous les postes potentiels et c'est cool. Et t'as pas un jeu où t'as une grande tige à un endroit, tige étant un bien Jean Limo pour Brendan Rice, hein, c'est pas forcément une tige, mais d'avoir un grand gars baraque et le reste d'avoir des petits joueurs, bon, je sais pas. Mais voilà, moi Brendan Rice, quand je l'ai vu tomber, je me suis dit, je t'avoue, s'il tombe chez nous, je suis content, avant qu'on prenne Malik Washington. Et bon, au final, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que cette diversité de profils aurait pu être intéressante. Tu vois, j'aurais adoré avoir un Johnny Wilson, par exemple. Tu vois, qu'on draft un Johnny Wilson et qu'on se dise, tiens, avec Tua, Devon Achane, Ryan Mostert et Jalen White, on est capable d'aller jusqu'au 20 yards adverse. Et en fait, on lance juste un duel, lance la balle en l'air,
et lui, il va faire le travail et il va aller la chercher parce que c'est vraiment sa force, un peu comme Keon Coleman aussi, également un peu dans le même style, même si c'est un plus gros route runner. Mais en fait, voilà, ce type de profil-là qu'on n'a plus du tout et où on pensait que Cedric Wilson, en fait, il ferait le travail, mais Cedric Wilson, c'est pas du tout ce type il a été très très mal utilisé depuis qu'il est chez nous, et malheureusement. Et Johnny Wilson, il tombe un pick après Malik Washington en plus, donc tu avais le choix de l'avoir. Brandon Rice, à la limite, il tombe 15 picks avant Taj Washington. Ouais. Donc tu pouvais pas forcément le récupérer. On a parlé d'à peu près tout le monde là sur cette draft. Il reste 2 joueurs. Il y a Patrick McMorris. Je vais pas en parler, je ne le connais pas. Je sais pas où est-ce qu'il va réellement être. Je vois qu'il est derrière Jordan Poyer aujourd'hui dans la depth chart en strong safety. Si c'est derrière Jordan Poyer, il va avoir le terrain. Special teamer, mais c'est un special teamer au moins en année 1. Très bien. Et ensuite, Antoine, quand on a commencé à parler de la draft, tu as dit j'aime tout à partir de après Patrick Paul. Donc le premier pick après Patrick Paul, c'est Jalen Wright, le running back. Tu aimes bien ce choix? J'adore ce choix. J'adore ce choix parce que pour moi, je l'attendais un peu plus haut. En tout cas, c'est typiquement pour moi le troisième running back passé Jonathan Brooks et si je dis pas de bêtises. Tu parles de Travenson? Ouais, exactement, ouais. Donc globalement passer ces deux-là. Et en fait, je suis vraiment content qu'on l'ait. Ça va dans le comité de coureurs, même profil que Devon Achane, un peu le même profil que Raheem Mostert, et en fait, du coup, je suis plutôt soulagé sur ce poste-là parce que je me dis que Raheem Mostert, il va pas signer l'année prochaine. Il faudrait déjà qu'il refasse la même saison que cette année, c'est-à-dire pas trop de blessures et être plutôt en forme. Mais derrière, tu as quand même Devon Achane et Jalen White qui vont être capables d'avoir cette capacité de toute façon dans le jeu qu'on a. Donc j'espère que McDaniel, il n'arrêtera pas de courir en deuxième période comme il l'a fait toute la saison. Et puis surtout, ça va plutôt dans le sens de l'ADN, donc autant renforcer. J'aurais adoré avoir Jonathan Brooks parce qu'il était vachement accessible et de se dire ok, on va avoir enfin un mec qui va pilonner dans les moments importants parce que on peut en avoir marre parfois quand tu es à 3 yards de la ligne, voir Ryan Mostert se faire balader par un D-line ou arrive ça. voir Jeff Wilson sur Becky y arriver. Exactement, mais en fait ça c'est Chris Brooks qui va prendre ce rôle-là, donc au moins ça c'est plutôt annoncé à travers ce move-là, donc tant mieux. Mais voilà, et donc du coup en fait tu te retrouves avec un comité de coureurs qui va plutôt être très productif à l'intérieur. Devon Achane, il fait 800 yards en loupant une bonne partie de la saison. Et en fait, du coup, moi, je suis plutôt rassuré là-dessus. Et je trouve que c'est plutôt un très, très bon pick. Voilà. Ok, moi je sais que je suis pas ultra d'accord là-dessus. J'ai un peu du mal avec ce choix. Pas le joueur. Le joueur, j'aime beaucoup. Je trouve ça top. Si on avait pas signé Raheem Mostert, j'aurais adoré encore plus. Après, c'est vrai que Raheem Mostert va pas forcément faire la même saison qu'il a fait cette année. Et la saison prochaine, il sera sûrement pas là. Je pense qu'il y a des chances. Enfin, ouais, je sais pas. Je sais pas s'il joue 8 matchs cette saison, je serais content. Raheem Mostert, avec l'historique de blessures, il est passé à côté la saison dernière, donc des blessures, hein, pas de sa saison, mais des blessures. Donc voilà. Un autre profil que Devon Achane m'aurait plu un peu plus que Jalen Wright. C'est juste ce point-là, on va dire. Un pilonneur, j'aurais préféré. Est-ce qu'il y avait un pilonneur aussi bon que du niveau de Jalen Wright, de son profil à lui? J'ai un peu des doutes là-dessus. Donc, mais en fait, je serais pas allé running back ici. Je sais pas sur quoi je serais allé, mais je serais allé sur autre chose. Moi, je serais parti sur tight end. Ouais, c'est vrai. T'aurais pris qui? Regarde leur roster. Sanders. Sanders, t'es encore dispo. Ok, ouais. Tu regardes le roster, il n'y a rien derrière Jonnu Smith. Oui. Et du coup, on dit toujours qu'un tight end, c'est la soupape de sécurité d'un quarterback. Enfin, essaie de le considérer. Et comme l'a dit Antoine, en plus, McDaniel, il jouait pas mal là-dessus quand il était à San Francisco. Donc, c'est un peu incompréhensible, effectivement, d'avoir le même type de running back. C'est pour moi le poste au 4e tour et j'aurais préféré qu'il considère notre poste attaque ou défense, mais si c'était attaque, plutôt un tight end. Après, je ne serais pas surpris l'année prochaine de voir, parce que Jalen White, ça peut être un très bon slot, mais comme Devon Achane, je ne serais pas surpris de voir assez souvent 2 running backs sur le terrain l'année prochaine, c'est-à-dire un vrai half à côté du quarterback et vraiment quelqu'un qui est capable de créer cette menace, donc Jalen White et Devon Achane assez régulièrement en fait à l'intérieur, pas que pour faire des sweeps ou
des sweeps ou des jets, hein, mais voilà, en tout cas, avoir cette capacité-là. Par contre, PA, je te rejoins complètement, hein, c'est pour moi la plus grande faiblesse de McDaniel depuis qu'il est arrivé aux Dolphins, c'est de n'avoir jamais pris un tight end de ce nom. Alors, on nous parle de Jonnu Smith, on nous dit oui, vous verrez, c'est un super tight end, etc., etc. Moi, j'attends encore de voir l'utilisation parce que on disait ça aussi de Gesicki, il avait des mains en or à l'époque, c'était le gars qui attrapait tous les ballons dans le trafic, etc., etc. Le jour où McDaniel est arrivé, Gesicki s'est retrouvé drafted en termes de statistiques et voilà, tu vois. Donc en fait, voilà, je sais pas là-dessus, je suis vraiment partagé. Mais il y a peut-être quelques bons coups à faire au niveau de la free agency là-dessus, donc bon, pourquoi pas, à voir ce que ça peut donner. Yes, ben on a bien parlé de la draft. On va pouvoir se diriger vers la saison 2024. Avant ça, PA, besoin comblé par cette free agency? On connaît la réponse, mais qu'est-ce qui manque un peu plus que d'autres? Pour moi, il manque un Alan Baker 2, un cornerback dans le slot et un garde. Vraiment titulaire, alors pas forcément élite, hein, c'est pas ce qu'on attend, mais sur ces trois postes-là, un joueur titulaire qui permettrait aux Dolphins de pouvoir anticiper l'année 2024 avec plus de certitude que ce qu'ils en ont actuellement. Antoine, tu partages cet avis? Ouais, je partage. Je partage. En fait, je serais pas surpris qu'on fasse le même bilan, mais du coup, je serais pas hyper enthousiaste non plus. Enfin, non plus, tu vois. Je me dirais, oui, bah, on a un très bon roster, globalement, plus ou moins équilibré, toujours avec les mecs manques. Mais comme on a une capacité à gagner contre les équipes qui sont un peu plus faibles, bah, potentiellement, ça passera quand même toujours. Mais ouais, en fait, c'est dur à se dire, c'est dur à se dire ça, en fait. C'est dur à se Ouais. dire ça parce qu'en fait, tu te dis que potentiellement, en fait, il n'y a pas de surprise qui va se passer pendant la saison. J'aurais beaucoup plus vibré en me disant, oh, cette année, on a moins de stars, mais par contre, on a changé un truc qui va faire que, tu vois, c'est un peu différent. On a peut-être un peu plus de joueurs de qualité dans des comités plus forts, etc., etc. Là, voilà, j'ai hâte Tu de voir doutes. la défense. Ouais, voilà, j'ai hâte de voir la défense et je doute de l'attaque parce que cette incapacité à battre les Bills, parce que pour moi, en fait, c'est là que sera la différence l'année prochaine, en fait, hein. Si demain on est capable de battre les Bills, ou en tout cas de leur tenir vraiment tête à l'intérieur de la division, bon, bah là, on pourra se dire, OK, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais tant qu'on prendra toujours des branlées par les Bills et que du coup, en fait, on sera toujours la même chose. On sera toujours la même chose. Ouais, et on va pouvoir parler du calendrier. En plus, avec la semaine, la bye week en semaine 6, ça risque d'être compliqué le stretch avant d'arriver au playoff. Ça commence par Jacksonville, donc les Jaguars, puis les Bills, puis les Seahawks, Titans, Patriots. En semaine 5, du coup, PA, on aura l'occasion d'en parler lors de la saison. Et on passe ensuite, du coup, la bye week. Ensuite, c'est les Colts, les Cardinals, les Bills, les Rams, les Riders, les Pats, les Packers, les Jets, Texans, Niners, Browns, Jets. Une fin de saison. Les 5 derniers matchs, globalement, moi, pour la défense qu'on a, enfin les défenses qu'on affronte sur ces 5 derniers matchs me font peur. On verra ce que ça donne sur le terrain. Mais toi, PA, alors donc, tu disais en début d'émission, j'espère que c'était une blague, que tu voyais les Dolphins être derniers de la division. Euh, Tu considères du coup que c'est hors Patriots? Non, en voyant le calendrier, en fait, cette équipe des Dolphins, ça me fait un peu penser aux Chiefs à l'époque Alex Smith. Alors, du coup, ces Chiefs-là gagnaient régulièrement la division au contraire des Dolphins actuellement, mais ils étaient régulièrement en playoff et ils se faisaient sortir au premier ou au deuxième tour. J'ai l'impression que les Dolphins, c'est un peu ça, c'est qu'on sait ce qu'on va avoir. On va toujours être un peu déçu parce que la fin se finira toujours de la même manière avec une défaite, mais au moins, il y aura toujours ces matchs-là de playoff. J'ai un peu cette sensation-là. Quand on regarde le calendrier, je le trouve très accessible sur la grosse première moitié de la saison, comme tu disais Alex.
Et c'est vrai qu'à partir du coup du match d'après les Patriots, parce que effectivement c'est sur ton la rigolade et peut-être que les Pats arriveront à en prendre un cette année, mais ils joueront pas à mon avis pour les playoffs. Mais le stretch de Packers, 2 fois Jets, Houston, Niners et Browns, pour un peu que t'aies des blessés, que tu sois un peu en méforme, que tout ça, pour se mettre en confiance encore une fois avant les playoffs, j'ai l'impression que ça sera un peu bis repetita que l'année 2023, quoi. Donc je les vois encore en playoffs avec un bilan très positif et avec des super matchs en début de saison et un peu après la bye week. Et puis ils se mettent un peu en difficulté parce que, comme le disait Antoine, de toute façon, tous les joueurs sont interchangeables, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas un running back ultra puissant qui va pouvoir mettre la misère aux défenses adverses. Il n'y a pas un receveur grand d'1,90 m qui va pouvoir catcher les ballons en end zone. Donc au final, les équipes, elles vont s'adapter. Comme tu disais, Alex, les dernières équipes, défensivement, c'est quelque chose. Elles sont quand même très, très bien armées. Donc, ouais, je vois malheureusement un bis repetita l'année dernière, quoi. Un bilan très positif. Allez, on dit 6 ou 11-5, pourquoi pas. J'espère la division. Ça pourra noter du coup une progression. Mais derrière, en playoff, est-ce que, là c'est une question que je vais vous poser, mais en tant que fan des Dolphins, est-ce que s'il y a playoff et vous passez un tour, vous êtes content? Alors après, tout dépend aussi du match de playoff, comment se passe le match de playoff, mais voilà, dans l'idée, est-ce que vous estimeriez qu'il y a une progression en fait, en finissant 10-6, 11-5, en passant un match de playoff, mais voilà, en ayant quand même la même fin? Pas du Vas-y, tout content. tu serais pas content non plus, toi, on est d'accord. Bah non, pas du tout content. En fait, ça serait même terrible parce que on re-signerait McDaniel pour peut-être 2 saisons et on repartirait un peu plus ou moins sur le même schéma. Moi, il y a quand même une inconnue cette année, c'est les Bills parce qu'ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs par Ouais. rapport à Les leur Bills, cycle. c'est dur cette année. Donc voilà, après ils ont toujours Josh Allen en fait qui est un des gars qui a été le plus surestimé si on entend les reporters parler en ce moment là dans les réunions et tout. Bon, pour moi ça reste quand même un gars quand il est sur le terrain et qu'il joue en face de ton équipe, tu sais jamais trop ce qu'il peut faire, il est capable de courir, il a quand même la capacité il fait beaucoup d'erreurs, oui, par contre il gagne toujours très souvent à la fin. Donc voilà, non, moi j'ai ça et j'ai les Jets avec Aaron Rodgers. Franchement, ça peut être un running gag quand même assez incroyable. Donc en fait, il y a, il y a tout ça qui me font dire que je suis plutôt serein sur la division. Même si les blessures, tout ça, ça a toujours un impact quelque part. Le calendrier est hyper abordable. Je nous vois bien faire ça. La seule chose qui pourrait changer, c'est demain de se dire si demain on gagne la division, notre adversaire en playoff au premier tour et potentiellement l'adversaire au playoff en deuxième tour, en fonction de comment se passe l'ensemble de la conférence, ça peut être une voie un peu plus royale à l'intérieur et c'est ce qui fait un peu là sur les dernières années, hormis les Chiefs l'année dernière qui ont eu un chemin de croix un peu jusqu'à la fin mais qui sont vraiment montés en puissance et sont revenus à leur niveau. Tu as toujours retrouvé des équipes qui s'étaient tellement ouvert la voie sur les playoffs, les Niners et du coup même aussi les Eagles à un moment et les Chiefs du coup de notre partie que tu vois, je pense que c'est ça qui peut faire que. Par contre, il y a encore pour moi beaucoup trop d'inconnus. Est-ce qu'Anthony Weaver il va avoir cette capacité à faire sublimer la défense et donc du coup à amener son identité ou est-ce qu'il va faire du South Florida, ouais, tranquille, peinard, allez les gars, ouais, on rigole et tout, etc. Tu vois, un Chuck Robinson, 21 ans à Miami, tout seul, est-ce que c'est pas un gars demain, enfin, tu vois, on en rigolera, hein, mais il peut y avoir pas mal de petits sujets aussi, enfin, tu vois. Donc, en fait, c'est tout ça qui me fait penser que ça peut être une saison à pas mal d'inconnus qui peut basculer dans les deux sens. C'est-à-dire, demain, on gagne un match de playoff, comme PL l'a dit. Bon, je pense que McDaniel, il re-signe pour 2 ans. Allez, on est sur le bon mood, on continue, etc., etc., etc. Et en même temps, au milieu de la saison, comment ça se passe? T'es pas à l'abri non plus qu'il se fasse sauter parce que Tua fonctionne pas autant, il fait pas autant de statistiques. Victoire, défaite ou pas, hein, mais il fait pas autant de statistiques. Blessure des gros joueurs, la défense ne tourne pas, etc., etc., etc. Donc moi, j'ai plutôt envie de te dire, c'est le vrai maillon de cette année, c'est McDaniel plus que les joueurs. Est-ce qu'il a cette capacité demain? C'est bien de faire du storytelling, de dire que maintenant, tous les meetings, ils sont à midi 24, 14h24, 16h24, parce que ça fait 24 ans
que les Dolphins n'ont pas gagné un match de playoff et tout le bordel, etc. Ouais, top. Par contre, du coup, maintenant, il y a aussi en match la qualité. Si vous avez regardé les Hard Rocks in-season, voilà, la façon dont ils parlent aux joueurs, etc., t'en vois qu'ils sont saoulés au bout d'un moment, en fait. Donc voilà, pour moi, il y a pas mal de petites inconnues qui font que, et les Bills en font bien évidemment partie. Ouais, les Bills c'est compliqué, ils ont perdu leur centre, ils ont perdu leur safety, ils ont perdu leurs 2 receveurs titulaires, ça va être compliqué de. Là, on a la chance de les jouer chez nous Ouais. en deuxième semaine, en Ouais. Thursday Night Football. Après qu'ils aient joué qui en première semaine ils auront joué les Cardinals. Bon. Enfin bon, après, on prendra cet extrait en semaine 8 quand on se sera fait taper par les Cards. Mais voilà, quoi. C'est un peu compliqué. Bah, on va pouvoir conclure tranquillement cet épisode, du coup. Si ça vous va. Antoine, merci d'avoir participé à cet épisode avec nous. Ça nous fait très plaisir. Avec plaisir. Merci à vous. N'hésitez pas, du coup, à suivre Antoine sur Twitter, Droissard AN, et également, du coup, Fantasy Ballers, Miami Dolphins FR et la fine équipe, pour un peu avoir les actualités fantasy où il participe et les actualités Dolphins si vous avez envie. Et si vous avez envie de suivre une équipe qui perd, vous pouvez suivre PA, @paloquet sur Twitter. Donc n'hésitez pas. Et voilà. Et puis nous, vous pouvez nous suivre le front office partout. Donc Twitter, Insta, YouTube pour la vidéo si vous voulez voir nos têtes. Et également Twitch avec les lives qui vont revenir avec la saison qui reprend. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch également. Merci PA, merci Antoine. Je peux du coup vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Au prochain épisode, on se retrouvera pour parler des Giants. Et ben voilà, d'ici la bonne fin de journée, bonne journée, bonne soirée, et vive le football.